Mathilde Edmond-Mariette Minoton, je suis la présidente de l'association Étoiles en Ciel et aujourd'hui on va parler du deuil périnatal. Bonjour à tous, vous l'aurez compris, on va parler d'un sujet sensible, voire même tabou, avec Mathilde Edmond-Mariette, avec des chiffres. On va commencer avec des chiffres. La mortalité infantile dans les Outre-mer est 2 fois supérieure à celle relevée dans l'Hexagone. Alors moi, j'ai des chiffres de mortalité infantile. Vous parlez de deuil périnatal. Est-ce qu'on peut expliquer déjà la différence entre les deux? Alors tout à fait, le deuil périnatal, c'est vraiment la mort d'un enfant, d'un bébé, soit durant la grossesse, soit jusqu'autour des 7 premiers jours de vie. Ça, c'est vraiment la définition mondiale déterminée par l'Organisation mondiale de la santé. Alors que la mortalité infantile, ça intervient après, l'enfant est déjà plus grand et ça va jusqu'aux 3 ans. Donc effectivement, c'est là la différence de définition. Alors, vous avez créé l'association Étoiles en Ciel pour accompagner les familles, pour l'instant à l'échelle martiniquaise. Comment ça se passe dans les autres territoires? Alors, dans les autres territoires, je sais qu'en Guadeloupe, il y a 2 associations. La plus active, a priori, selon mes connaissances, c'est l'association Norme en nous. Et en Guyane, pour l'instant, je n'ai pas connaissance d'une association qui existe. Et je sais qu'à La Réunion, il y en a une aussi qui s'est créée. Alors, l'association Étoiles en Ciel, en quoi elle aide les familles? Alors, Étoiles en Ciel, vraiment, elle vient accompagner les familles donc endeuillées qui ont perdu un bébé. Nous, on a élargi en fait la définition, c'est-à-dire que pour nous, on part toujours donc durant la grossesse jusqu'à peu près au premier anniversaire de vie de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'on se réfère tout simplement au texte, j'ai envie de dire, à la recherche scientifique en termes de psychologie, qui explique que ce qui compte finalement, c'est la réalité psychique du parent, ça veut dire ce qu'il ressent profondément. Donc à partir du moment où on a un parent qui considère qu'il a vécu le deuil périnatal, il est le bienvenu au sein de l'association. Donc on va les aider en termes administratifs, on va vraiment les accompagner dans leur démarche s'ils en ont le besoin. On va aussi créer du contenu, donc de l'information pour qu'ils puissent se retrouver en fait. On perd un bébé, il faut parfois organiser des funérailles, il faut aller à la sécurité sociale, faire des déclarations auprès de la CAF, etc. Donc il y a vraiment plein de petites choses à faire et quand on est dans ce cas-là, dans ce drame-là, on n'a pas forcément l'énergie pour le faire. On a aussi un accompagnement financier dans le cas où les parents veulent prendre en charge les obsèques de leur bébé, mais qui n'ont pas les moyens. Donc c'est sous condition de ressources, c'est un fonds d'urgence qu'on a créé, soutenu par l'Agence régionale de santé de Martinique. Et puis on a aussi des actions de formation et d'information, de sensibilisation auprès des professionnels de santé pour justement leur permettre de développer davantage d'outils, de savoir-être aussi pour mieux prendre en charge les familles. Donc, vous nous parlez de tous les dispositifs de l'association Étoiles en Ciel, mais qui ne sont pas nés comme ça. C'est parce que vous-même, vous avez vécu un deuil périnatal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, tout à fait. En fait, mon époux et moi, on a eu notre premier enfant. C'est un petit garçon, Yann. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mon 6e mois de grossesse, en fait, j'ai perdu les os. Et là, en fait, c'était ma première grossesse. J'avais jamais été enceinte. J'avais pas eu le temps de commencer les cours de préparation à l'accouchement, etc. Donc, quand je perds les os à la maison un soir très tard, je ne comprends pas véritablement ce qui se passe. Même si, bon, en fait, j'avais vu des films, hein, donc j'avais compris que quand on perd les os, on va accoucher. Et en fait, on arrive à l'hôpital, mon mari et moi, et en fait, je suis reçue par une première dame qui me dit, quand je lui explique, elle me dit, vous avez 6 mois et vous avez perdu les os? Je lui dis, bah oui, je crois, en fait. Elle me dit, c'est pas possible, etc. Et donc, entre-temps, une sage-femme m'ausculte. Elle m'ausculte seule, donc mon époux n'est pas avec moi déjà. Ça, c'est quelque chose qui nous avait beaucoup marqué et profondément choqué parce qu'on est tous les deux et j'aurais aimé qu'ils soient à mes côtés en fait à ce moment-là. Et en fait, elle m'explique que le bébé n'est pas viable. Alors moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Jusqu'à présent, en fait, le terme de viabilité, c'est un terme juridique en réalité. Et c'était faux parce que finalement, mon enfant était bien viable. Mais quand elle me dit ça sur le coup, moi, je ne comprends pas que mon enfant soit est en train de mourir, soit qu'il va mourir. J'ai pas du tout compris cette information-là. Et en fait, mon époux nous rejoint dans la salle d'auscultation. Je me rappelle bien parce que je lui ai dit à la dame, je lui ai dit non, par contre, c'est pas moi qui lui dis. Hein. Vous allez lui dire. Parce que moi, je ne vais pas le regarder dans les yeux et lui dire que son enfant n'est pas viable, ne sachant pas tellement ce que ça voulait dire. Donc là, on commence à poser des questions. Qu'est-ce qui va se passer? Mais est-ce qu'il va respirer? Est-ce qu'on va le réanimer, etc. Et c'est des questions auxquelles on voit bien, bon, elle n'est pas très à l'aise en fait.
On voit bien qu'elle... Alors, est-ce qu'elle ne sait pas? Est-ce qu'elle ne veut pas nous dire? Parce que je comprends aussi que il faut que j'accouche, en fait. Donc, si on m'avait dit dès le départ qu'il était mort, je ne sais pas si j'aurais eu la force, en fait, d'accoucher. Donc, bref, en tout cas, ça se passe comme ça se passe. Le diagnostic est plus ou moins posé et je comprends que de toute façon, l'accouchement peut se passer à n'importe quel moment. Et c'est ce qui se passe. J'arrive à l'hôpital, il doit être minuit et j'accouche à 3h31 du matin. Là, je me rappelle de deux choses qui m'ont vraiment marqué. La première, c'est quand je lui demande est-ce qu'il va respirer, est-ce qu'il va crier. Et là, elle me dit, je ne sais pas, je ne pense pas. Et ça, c'est le premier tilt en fait que j'ai où je me dis ok en fait c'est bien ça. Ton cerveau avait déjà bien compris l'information, c'est juste que tu n'avais pas envie de l'accepter, mais c'est bien ça en fait. Ton garçon ne va pas vivre. Et puis le deuxième moment où je réalise complètement, c'est quand le médecin vient à mon chevet et me demande qu'est-ce que je veux faire du corps. Et ça c'est une question que je ne comprends pas. Parce que je me dis, il me semble que elle vient d'abord et qu'après je pose la question. Et je dis, mais je vais le garder. Enfin, je ne comprends pas, mon bébé, il était dans mon ventre, je vais garder mon bébé avec moi. Et quand elle me dit, oui, mais les obsèques, etc., c'est là, en fait, que je comprends réellement que mon bébé sera sans vie et que je ne vais pas le garder, en fait. Et ça, c'est un moment profondément difficile, mais surtout, enfin, je ne sais pas comment... C'est très... C'est comme un coup de foudre, en fait. Vraiment qui tombe... quelque chose de très violent où tu te dis ok, en fait, c'est fini. Il n'y a plus d'espoir. Et la prise en charge du corps, c'est quoi finalement? Quand l'enfant il a 6 mois, quelles sont les Donc, possibilités? voilà. Donc, en fait, dans mon cas, où il a quelques semaines d'aménorrhée, enfin, on est en 24 semaines de mémoire. Et donc, à ce moment-là, en fait, comme il est ce qu'on appelle viable, donc il pèse plus de 500 grammes, il a plus de 22 semaines d'aménorrhée. Donc, il est vraiment considéré comme un bébé, j'ai envie de dire, excusez-moi le terme, mais à part entière. C'est-à-dire qu'il est sur mon livret de famille, il est considéré comme notre premier garçon, etc., reconnu par la CAF, la sécurité sociale et tout ça. Ce n'est pas le cas pour des bébés qui sont nés avant les 22 semaines d'aménorrhée. Là, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux choix. Soit l'hôpital prend en charge les obsèques du bébé, ou soit ce sont les parents. Et là, forcément, bah, c'est un lot de contraintes en fait, administratives. Il faut préparer des papiers, il faut trouver un caveau familial, enfin bon, faut choisir un cercueil, etc. Ça, c'est à partir de 500 grammes, mais avant 500 grammes. Ben, avant 500 grammes, c'est ce qu'ils appellent, alors pardon, hein, mais c'est le terme, donc je le dis comme ça pour que vous compreniez, c'est le déchet anatomique. Ça veut dire que en fait, le bébé est mis avec les autres déchets qu'on va retrouver dans les hôpitaux, qui sont, je sais pas moi, ils ont fait une opération, ils ont enlevé un petit bout d'artère ou je sais pas quoi, mais ça, le bébé va avec. Et les parents, ils n'ont pas le choix dans ces Non, cas-là. Avant 500 grammes, il n'y a pas le choix. non, il n'y a pas le choix. Avant 22 semaines d'aménorrhée, il n'y a pas le choix. Voilà. Et quand vous en parlez, qu'est-ce que les gens vous disent? Est-ce qu'il n'y a pas ce côté, non, je ne veux pas savoir, j'ai peur que ça soit contagieux, j'ai peur que Oui, le simple fait d'en parler, moi aussi, quand j'aurai un projet de bébé, non? Est-ce qu'il y oui, a ça? Parce qu'on a ce totalement. côté superstitieux aux Antilles, Totalement, Guyane même. bien sûr. Déjà, ne serait-ce qu'au moment de la mort du bébé, il y en a qui disent qu'il ne faut pas dire son prénom, il y en a qui disent qu'il ne faut pas mettre de photos au cimetière parce que des âmes ou des démons vont venir les chercher. Donc bon, il y a vraiment déjà une espèce de fantasme et de superstition autour de la mort d'un tout petit, d'un innocent. Voilà. Donc ça, il y a déjà ça. Et puis forcément ensuite, je prends notre exemple parce que moi je le dis souvent, parce que c'est quelque chose, c'est par conviction, par militantisme que je le fais. Quand on me demande combien d'enfants j'ai, j'en dis que j'en ai 3, parce que oui, entre-temps on a eu deux petites filles. Et donc les gens me disent, ah bon, tu as 3 enfants, mais ah bon, c'est qui, etc. Et quand je dis, bah oui, mon premier est mort, les gens sont dans un, bon, ils sont tout gênés. Même encore récemment, on a participé à un salon de la femme à Madjana, le salon tel quel, autant il y a eu des personnes qui ont été très contentes de nous retrouver et d'entendre parler de l'association, autant il y a des gens quand ils passaient et que... Parce que c'est vrai que notre logo, etc., notre nom aussi, ne fait pas tout de suite penser au deuil périnatal, c'était l'idée aussi d'amener beaucoup de lumière et d'espérance en fait dans le message. Et du coup, quand les gens comprennent parfois de quoi il s'agit, on a eu des réactions. Alors moi, j'ai trouvé ça un peu drôle, mais c'est vrai que ça peut faire de la peine en fait de voir que les gens, ils veulent vraiment pas entendre parler de ça. Ils ont peur. Pourquoi je ne saurais jamais. Ça reste très tabou. Mais oui, 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 oui. Ouais.
Vous avez parlé de prise en charge des obsèques. Alors, à l'hôpital, on vous donne les deux possibilités. Mhm. Vous avez fait le choix, parce que vous aviez la famille pour vous accompagner, de prendre en charge les obsèques. Sinon, ça se passe comment aujourd'hui? Ouais, alors en fait, il faut déjà comprendre, donc on a le choix de prendre en charge les obsèques ou non quand on perd un bébé qui n'est pas né vivant. Si votre enfant est né vivant et qu'il est décédé par la suite, là, vous n'avez pas le choix. La loi vous incombe en fait effectivement de prendre en charge les obsèques de votre bébé. Donc, il y a une différenciation quand le bébé, donc c'est soit en grossesse ou soit que l'enfant est mort-né. Et donc, à ce moment-là, l'hôpital vous donne le choix de prendre en charge ou pas les obsèques du bébé. Ce qui se passe, c'est que très souvent, il y a plusieurs enjeux, notamment financiers avant toute chose, parce que la maman peut rester hospitalisée un moment. Donc, si elle reste plus de 2 à 3 jours, bah, à partir d'un moment, en fait, on vous fait payer le temps passé à la morgue du corps de votre enfant. Mhm. Donc, il faut savoir que c'est entre 100 et 170 euros par jour. Donc, effectivement, bah, si la maman reste hospitalisée 10 jours, je vous laisse imaginer Oui. le montant. On a parfois le cas de rapatriement, où le bébé est mort-né à Necker, par exemple, ou dans des hôpitaux hexagonaux, et donc il faut le faire revenir sur la Martinique. Donc ça aussi, ça a un coût. Donc en fait, le constat pour nous a été le suivant, c'est de dire, ben, les parents ont envie de prendre en charge les obsèques du bébé, mais parfois, ils n'ont pas les moyens de le faire. Mhm. Ni les moyens financiers, mais aussi, j'ai envie de dire, les moyens... la capacité en fait sur l'instant à prendre en charge toute cette charge mentale aussi Oui. parce qu'il faut rassembler les pièces administratives, il faut faire les démarches, etc. Donc si tu es seul ou bien si tu n'as pas une famille voilà, qui est disponible à ce moment-là, tu te retrouves en fait embêté. En fait, c'est pas la suite logique d'une grossesse. C'est Non, ça, ça fait partie des choses auxquelles on ne pense pas du tout. exactement. On ne Mhm. pense pas que que ça peut s'arrêter. On ne Mhm. pense pas qu'une grossesse peut terminer mal. Or, malheureusement, et c'est bon de le rappeler, que ça peut arriver effectivement que ça ne se termine pas bien. Et donc, le constat pour nous, ça a été de dire, bon, il y a cette réalité-là. Et parce que justement, parfois, ça arrive aussi que les parents, quand ils acceptent que l'hôpital prenne en charge effectivement les obsèques du bébé, que parfois, bah, il y ait des lenteurs administratives qui causent effectivement bah, des moments où on ne sait pas toujours quand est-ce que l'inhumation de notre petit aura lieu, etc. Donc ça fait que le parent peut se retrouver aussi quelques mois plus tard sans forcément de nouvelles et sans savoir finalement où est le corps de son bébé. Et donc Des mois plus des tard, mois plus tard. il peut ne pas savoir parce Oui. que c'est quoi, on balade le corps de service en service Non, 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 où non. on ne sait pas où on l'a enterré, c'est ça? Non, en fait, il y a des enjeux aussi en termes de prise en charge à la morgue. Parfois, il y a un petit embouteillage. Ça a été le cas, par exemple, durant le Covid. Hein. Tout le monde sait qu'en Martinique, on a eu énormément de morts. Donc, il y a eu de gros embouteillages à ce niveau-là. Et donc, comme c'est un service qui est partagé donc, entre la morgue et la mairie, qui va effectivement procéder à l'inhumation, La mairie de la mairie Fort-de-France. de Fort-de-France, alors ça dépend d'où vous accouchez, mais effectivement. D'accord, ça peut être chez le Cher, en Enfin, Martinique, c'est-à-dire etc. qu'il y a 3 maternités sur la Oui, Martinique. On a Trinité, on a la MFME et on a la clinique Saint-Paul. oui, ok. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, la mairie de Fort-de-France, en tout cas dans la plupart des cas, va prendre en charge l'inhumation. Ce qui va se passer, et ce qui s'est déjà passé, hein, ce n'est pas forcément le cas, ce n'est pas systématique, mais on a déjà eu des cas comme ça, où on a des parents qui, des mois plus tard, nous disent ben, je ne sais pas où est le corps de mon bébé. Et donc, on les accompagne pour retrouver auprès des instances idoines, pour retrouver, en fait, pour qu'ils puissent aller, en fait, tout simplement se recueillir sur la tombe de leur bébé. Parce que techniquement, il y a quoi? Une sépulture commune à tous ces enfants? C'est-à-dire que si c'est pris en charge par la mairie, Mhm. ce n'est pas un caveau dédié par personne, comment ça se passe techniquement? Alors ça, c'est la question qu'on se pose, nous, Ah, au sein des Étoiles en Ciel. Donc, on est en train de faire les démarches pour effectivement se rapprocher de la mairie de Fort-de-France, pour comprendre aussi leurs enjeux et leurs difficultés à ce niveau-là, pour qu'on ait une réponse à apporter aux familles également hein, qui se posent la question. Parce que parfois, on peut avoir des appels où il y a des parents qui nous disent bah, avant de prendre la décision, j'ai envie de savoir, en fait, est-ce que vous savez où ira le corps? mhm. Parce que ça, ce n'est pas toujours des réponses que l'hôpital peut donner. Donc, c'est vrai qu'on a cette espèce d'opacité. Je ne crois pas que ce soit une volonté hein, de la mairie de Fort-de-France ou d'autres mairies de vouloir garder cette opacité-là. Je pense vraiment que c'est parce que, on disait tout à l'heure, c'est tabou. Et donc, de fait, c'est pas toujours évident d'aborder ces sujets et de rendre l'information hyper disponible
Et donc, c'est vraiment quand on est confronté directement par le cas, comme nous, on a eu plusieurs familles concernées par cette situation, où on va mener des investigations pour que les parents puissent avoir des réponses. Enfin, un peu comme tous les sujets qui sont plus ou moins grand public, qui sont plus ou moins bien pris en charge par les autorités et par les élus politiques, qu'est-ce qu'ils vous disent? Parce que maintenant, il y a une association, vous Mhm. prenez le combat à bras le corps. Qu'est-ce que les élus ils vous disent? Alors c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion, hormis dans certaines manifestations, par exemple on a fait les premières assises du deuil périnatal, on a parlé de vie professionnelle notamment, où on a invité par exemple la sénatrice Catherine Conconne, qui a pu participer et qui a été très sensible justement à différents sujets. On a aussi reçu la conseillère exécutive Audrey Talibardol, Mhm. qui aussi était là. Donc c'est vraiment des sujets, je pense, qu'elles ont pris à bras le corps et qu'elles ont bien saisi. Donc je sais aujourd'hui qu'elles sont vraiment sensibilisées à ça. Maintenant, dans les mairies, c'est vrai qu'on fait un travail aussi auprès des CCAS parce que donc, les centres communautaires d'action sociale, ça nous permet en fait, communaux, pardon, j'ai dit communautaire, d'action sociale, ça nous permet en fait de leur expliquer ce qu'on fait, de leur Mhm. expliquer aussi qu'on est des partenaires, puisque finalement le CCAS va pouvoir aider aussi les familles à prendre en charge les obsèques de leurs tout petits. Donc nous, on vient en complément, j'ai envie de dire, on est un peu une béquille aussi pour le CCAS. Donc l'idée, c'est de faire savoir en fait à tous ces partenaires qu'on est là, qu'on existe, qu'on a, j'ai envie de dire, cette force de frappe finalement sur le territoire et qu'ensemble, on peut faire des choses. Maintenant, les élus directement, ça c'est un autre travail, un travail, j'ai envie de dire, de plaidoyer qu'on n'a pas commencé réellement à proprement parler, mais sur lequel on se penche. Et notamment, comme je vous disais tout à l'heure, le fait de se rapprocher de la mairie de Fort-de-France, c'est un début, pour nous permettre justement d'aller plus loin dans les partenariats et de mieux comprendre aussi, comme je disais, leurs difficultés et leurs enjeux pour qu'ensemble on puisse peut-être trouver des solutions plus adaptées au territoire. Alors, ce que je note depuis tout à l'heure, c'est que vous parlez de famille, parce que souvent, on regarde sur les réseaux, quand on parle de deuil périnatal, la partie papa, Mhm, qui trouve qu'elle est trop souvent mise dans un coin, où mm, on parle souvent des mamans qui vivent le deuil périnatal. Vous, dans votre association, vous avez clairement pensé au papa. Vous ah, avez des clairement, dispositifs dédiés. tout à fait. Et pour nous, c'était obligatoire, c'était indispensable. Parce qu'on fait. Alors, c'est possible hein, de faire un bébé tout seul, hein, bien sûr. Mais en tout cas, quand le papa est là, ou quand on a un partenaire, un conjoint ou une conjointe qui est avec nous, c'est important qu'il soit pleinement concerné, c'est l'autre parent, donc pour nous c'était indispensable. Et puis on a des papas qui ont rejoint l'association aussi. Je parlais de mon époux tout à l'heure qui est aussi au sein du bureau de l'association, donc c'était important pour nous qu'il y ait cette inclusivité et que on puisse vraiment, que chacun puisse trouver sa place. Et puis de casser encore une fois, c'était une idée aussi de casser le tabou autour du deuil périnatal où on pense souvent que c'est une affaire de femme, Mhm. alors que c'est une affaire de famille, de couple, sûr, ça c'est clair, mais également de famille, parce que tout le monde est touché finalement. Et le papa, aujourd'hui par exemple, il peut participer à l'apéro des papas, donc c'est vraiment un dispositif dédié aux papas au sein de l'association, où ils se retrouvent entre eux, qu'entre hommes, où ils discutent deuil périnatal et de ce qu'ils ont vécu. Alors toujours en préparant cette émission, j'ai regardé un peu ce qui se disait sur les réseaux sociaux. Il y avait également la prise en charge dans les hôpitaux qui Mhm, n'était pas suffisamment adaptée ou mhm, pas du tout. Le fait d'être dans une chambre à côté de mamans qui ont accouché, d'entendre des bébés pleurer alors qu'on mhm. vient de perdre le sien, ou quand on est prise en charge pour une fausse couche aux urgences avec des mamans qui vont accoucher. Est-ce que ça, ce sont des choses qui... Alors moi, j'ai vu ça surtout à l'échelle nationale. Hein. Mhm. J'ai pas trouvé d'infos à l'échelle locale. Est-ce que ce sont des choses que vous recensez, vous, en Martinique? Et est-ce qu'il y a des choses qui vont changer? Alors oui, c'est des choses qu'on recense. Alors les choses peuvent évoluer. Oui, il faut savoir que, en tout cas, que ce soit à la clinique Saint-Paul, que ce soit à Trinité ou à la MFME, les équipes nous ont toujours très très bien accueillis, très très bien reçus. Je crois que les professionnels de santé ont bien conscience de l'enjeu qu'il y a de mieux prendre en charge, en tout cas d'optimiser les prises en charge sur le territoire au niveau du deuil périnatal. Donc il y a un vrai effort collectif qui est fait. Là, on va commencer un état des lieux dans les établissements de santé pour justement euh, comprendre aussi les enjeux de prise en charge en salle de naissance pour justement mieux répondre aux besoins des familles, que les familles soient mieux accompagnées à ce niveau-là. Et comme je disais tout à l'heure, en fait, vous savez, les professionnels de santé, ils ont fait leurs études, on leur a appris les gestes techniques, etc., pour prendre en charge un accouchement ou éventuellement un accouchement qui se passe mal, où on va devoir avoir des interventions très lourdes, etc.
ils n'ont pas véritablement appris la mort d'un bébé. Ils n'ont pas appris l'annonce. Une annonce, ça ne s'apprend pas en réalité. On ne peut pas dire il faut annoncer comme ci, comme ça. Donc ce qui se passe, c'est que très souvent, ils regardent les aînés. Ils regardent, ah ben tiens, tel cadre, il fait comme ça, telle infirmière, elle fait comme ça, telle sage-femme, elle fait comme ça, etc. Donc ils vont imiter sans forcément remettre en question en tout cas des façons de dire, des façons de faire qui n'étaient pas toujours appropriées. Et aujourd'hui, grâce au travail qu'on fait, mais au travail qu'eux, ils avaient déjà commencé, on n'est pas arrivé en leur apprenant des choses. Il faut savoir que notamment à la Clinique Saint-Paul et à la MFME, il y avait déjà des groupes de travail autour du deuil périnatal. Donc nous, on est juste venus apporter en fait notre expertise, notre regard aussi, parce qu'on a cette chance d'avoir des parents qui peuvent aussi exprimer leur vécu et tout ça, plus les professionnels qui nous accompagnent en termes pédagogiques, pour justement leur permettre de développer des outils qui leur sont propres. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'uniformisation sur la façon de l'annonce? Non, il n'y en a pas du tout. Aujourd'hui, vous avez quel type de retour, par exemple? Alors ça dépend. Ça dépend. Il y a parfois, on va avoir des retours négatifs, effectivement, ou dans les groupes de parole de maman, notamment, ça revient souvent, effectivement, certains commentaires, voilà, certaines façons de faire aussi qui ont été reprochées. Parce que comme ça, ceux qui nous écoutent, ils peuvent se dire quel type de commentaires on pense qui pourraient faire du bien et qui, en fait, n'en font pas du tout? N'en font pas. Là, comme ça, sur les professionnels de santé, ça peut être sur la violence un petit peu de la prise en charge, de pas, soit d'annoncer très brutalement, ah bon, ben, le cœur s'est arrêté, hein, voilà, madame, sans forcément prendre de pincettes pour expliquer ce qui se passe. Ça, c'est dans le cas où on a des morphées à l'in-utero, par exemple, ou ça peut être après l'accouchement, quand on est monté en chambre et on va avoir des réflexions pour dire, bon, allez, il faut avancer, ça suffit de pleurer, ou des choses comme ça qu'on peut entendre dans comment dire, dans le traitement postpartum au moment où les femmes sont ensuite de couche. Donc tout ça, en fait, c'est des questionnements que nous, on a portés auprès des professionnels de santé. En février 2023, on a organisé le premier colloque destiné aux professionnels de santé sur le deuil périnatal. Donc on était 80, c'est déjà un début. Il y a plus de professionnels de santé concernés en Martinique, donc on garde espoir que la prochaine édition prévue en 2025 rassemblera encore plus de monde. Mais c'est des sujets comme ça qu'on a abordés, l'annonce, la place du papa, comment gérer aussi ses propres émotions. Parce qu'il faut comprendre aussi que parfois, c'est pas tellement que le professionnel de santé n'aime pas le patient ou ne fait pas attention, c'est aussi parce que lui-même, il est peut-être pas à l'aise avec la situation qui est face à lui. Et vous avez fort à faire, hein, parce que selon les chiffres de l'INSEE, on parle de surmortalité infantile dans les Outre-mer, je l'ai dit au début. Alors, en tête, malheureusement, alors, il y a Mayotte avec 8,9 pour 1000, Guyane 8,2, donc en deuxième position, et Guadeloupe 8,1. Donc la Martinique, bon, on n'est pas dans le trio, mais on est quand même dans les Outre-mer avec des mauvais chiffres. Votre travail, vous le voyez sur combien d'années? Parce que vous avez expliqué que, est-ce qu'on peut dire, vous en êtes sorti, en tout cas, vous avez eu 2 autres enfants. C'est un travail associatif. Vous projetez en termes d'organisation sur combien d'années? Wow, ce n'est pas une question que je me suis posée. Alors, c'est sûr que je ne resterai pas présidente à vie, ça c'est clair. Ce n'est pas un projet en tout cas de vie. Je pense que j'ai embrassé cette vocation-là parce que j'ai senti que j'étais appelée à ça. Donc, je l'ai fait. Maintenant, mon objectif, c'est vraiment de stabiliser l'association, de faire en sorte qu'il y ait suffisamment de financement, qu'en termes de ressources humaines aussi, on ait l'équipe qui permettent en fait à l'association de vivre, hein, qu'elle devienne un peu une institution comme la Croix-Rouge, etc. C'est des associations avec des modèles inspirants. Vous allez me dire qu'elles ont des centaines d'années derrière elles. Mais du coup, ceux qui nous écoutent depuis la Guadeloupe et la Guyane, ils peuvent se rapprocher de vous peut-être pour faire des antennes. Est-ce que ça ne serait pas une solution? Pourquoi pas? C'est vrai que ça n'a jamais été véritablement une ambition parce que je pense qu'il faut bien connaître le tissu en fait, dans lequel on est, il faut bien connaître les institutions, il faut pouvoir créer en fait, un vrai réseau en fait sur le territoire. Donc, en tout cas, à Étoile en Ciel, on n'a jamais eu cette envie d'aller créer des antennes Étoile en Ciel un petit peu partout. On a eu effectivement des sollicitations de la Guyane, de la Guadeloupe, avant que l'association Normand nous naisse, où on était venu nous chercher, nous demander est-ce qu'on n'avait pas envie de faire dupliquer en fait le modèle sur d'autres territoires. Maintenant, s'il y a des gens, effectivement, bon, là, je m'adresse à la Guyane, puisque la Guadeloupe, on est déjà en lien avec eux, par exemple. Si sur le territoire guyanais, il y a des personnes qui ont envie de créer une association similaire, bien sûr,
on est là pour faire lionnage, comme on dit, Mhm. échanger, apporter des idées, tout ça, en sachant que chaque territoire est tellement propre, Mhm. avec enfin vraiment des enjeux vraiment distincts. Et donc pour nous, c'est important de faire la différence. Maintenant, je pense qu'on pourra dire qu'on aura gagné. Alors, on ne pourra jamais empêcher les bébés de mourir, hein. Il y en aura toujours, il y en a toujours eu depuis la nuit des temps. Maintenant, l'idée, en fait, c'est ce que je dis souvent, c'est rendre la mère en miel, c'est-à-dire faire en sorte que, en tout cas, les parents qui doivent surmonter un deuil périnatal, qu'ils puissent le faire de manière la plus chouchoutée que possible, j'ai envie de dire, pour que ça leur soit moins désagréable, en tout cas. Mhm. Parce que ça sera toujours très dur, toujours très triste. Mais en tout cas, que si on peut mettre un peu de miel dans leur vie, c'est un peu ça l'idée. Et donc, je pense qu'on aura réussi quand tous les parents auront eu, quand ils auront senti le besoin, qu'ils auront eu la chance de pouvoir venir à nous. Et vous avez des chiffres plus spécifiques à la Martinique, le nombre de personnes Touchés qui sont... chaque année? Oui. Alors oui, effectivement, on estime que 100 familles environ par année sont touchées donc, par le deuil périnatal. Donc vraiment entre le quatrième mois de grossesse jusqu'à peu près au septième jour de vie. Ça, c'est Ok. pour nos chiffres internes. Et puis sur l'interruption spontanée précoce de grossesse, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement la fausse couche précoce, on estime que par contre, c'est une femme par jour qui perd un bébé en stade précoce de grossesse sur En la Martinique. Martinique, Oui, une femme par jour, une femme. c'est quand Donc, même important. c'est très important. Il Et y a- dites-vous qu'il y a des professionnels de santé qui nous disent qu'on sous-estime le chiffre. il y a une explication à ça? Je ne pourrais pas vous dire. Les médecins vont parler parfois ce qu'ils appellent vulgairement l'idiopathie, c'est-à-dire il n'y a pas de raison. Mhm. Après, il y a peut-être des pistes, hein. On sait que les perturbateurs endocriniens, Chlordécone? chlordécone, mais d'autres pesticides, hein. Il y en a d'autres sur le territoire, donc on peut se poser la question de leurs impacts. On a aussi, aussi le fait qu'on n'est pas forcément un désert médical en termes gynéco, mais ça peut être difficile d'avoir un rendez-vous chez le médecin. Et puis, il y a aussi des personnes qui ne vont pas toujours chez le médecin. Dès qu'on apprend la grossesse, on n'y va pas forcément toujours. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours détecter suffisamment tôt. Mhm. Donc, on se pose toutes ces questions-là et on invite toujours, dès qu'on a l'occasion, que ce soit les élus, que ce soit les institutions compétentes, à se poser la question et travailler vraiment avec des chercheurs pour comprendre les raisons pour lesquelles on aurait ces chiffres aussi élevés sur le territoire. Alors, pour conclure, quel message vous pourriez dire aux parents qui vivent actuellement un deuil périnatal ou mortalité infantile? Vous qui l'avez vécu, est-ce que vous avez un message d'espoir? Ben oui, après la pluie, le soleil toujours viré. Donc, ce que j'ai envie de leur dire, c'est qu'ils ne sont pas seuls. Et que souvent, on a l'impression dans cette situation-là qu'on est les seuls au monde, que le ciel nous est tombé sur la tête. Et c'est vrai, le monde s'est arrêté pour nous à ce moment-là. Mais c'est possible de sourire à nouveau, c'est possible de s'en sortir. Et donc, Étoile en ciel est là à chaque moment, s'ils en ont besoin, de ne pas hésiter. Et de venir se laisser chouchouter pour, comme je disais tout à l'heure, rendre la mer en miel. Voilà. Très bien, merci d'avoir Merci. répondu à toutes nos questions concernant ce sujet qui est très sensible. Et quant à vous, je vous remercie d'être toujours aussi fidèle à Parole d'influence. Rendez-vous vendredi prochain pour un autre sujet.